Denis Télignac, bonjour. Bonjour. Je suis heureuse de vous recevoir sur ce plateau Conversation. Écrivain, ex-éditeur, chroniqueur, vous êtes en fait beaucoup plus que cela. À la fois membre de l'Académie catholique de France et de la Ligue nationale du rugby, admirateur de D'Artagnan, chiracien, capable de chanter du Souchon ou du Johnny tard dans la nuit. Vous êtes bref un Français, voire un corésien, enfin que dis-je, un corésien dans l'âme. Après une cinquantaine de titres, vous publiez chez Albin Michel Caractériel. Il s'agit d'un roman sur votre enfance, intimiste, dédié sobrement à votre mère. Denis Télignac, Caractériel, on a compris, mais dites-vous névrosé, sale gosse, capable de taper sur ses sœurs, au besoin avec une raquette de Jokari, ou de donner des coups de pied à ses professeurs. Pourquoi tant de colère ? Je sais pas, j'étais comme ça, je ne pouvais pas supporter la moindre autorité, celle de mes parents, celle des maîtres d'école. Je ne pouvais pas fixer mon attention plus de 30 secondes en classe. Donc je faisais l'andouille, j'étais toujours collé, j'étais longtemps renvoyé, j'ai dû faire 7 établissements scolaires durant... Ça ne vous a pas empêché de faire des études après d'ailleurs Ouais, mais enfin c'était juste. J'ai passé mes 2 bacs en candidat libre. Donc le mot caractériel revenait avec une fréquence regrettable dans les propos de mes parents le soir quand ils dînaient. Ce qui n'arrangeait pas la colère intérieure. Non, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, que la réalité m'insupportait et donc petit à petit je me suis réfugié voilà, dans pour l'imaginaire. échapper à cette réalité, alors là vous avez une imagination extrêmement riche et vous voyagez beaucoup dans votre tête. Oui. Racontez-nous un peu ce panthéon secret qui est... Oui, imagination rimée avec obligation. Donc la réalité, la vie concrète m'était tellement insupportable que je construisais un paradis. Alors une arche de Noé, j'habitais pas loin de quartier Doménil, pas loin du zoo de Vincennes, du musée de ce qui s'appelait à l'époque les colonies, maintenant c'est le musée de l'immigration. Il y avait cette fresque sculptée avec des personnages nus en pirogue dans des lianes. Alors je me voyais déjà tel Tarzan, communiant avec la nature, les animaux, en passant par le village où était ma grand-mère, le village où je vis maintenant, en Corrèze. En Corrèze, que vous appelez Tériac, et qui en fait... Pardon, oui. Tériac, et qui ça s'appelle Aurillac. Oui, voilà. Village, donc j'y revenais tous les étés chez ma grand-mère, et là c'était le paradis. Alors, dans ce panthéon, d'abord vous dessinez beaucoup quand même, et il y a, revient, mais alors vraiment très très régulièrement, le clocher. Oui. Suivi de Dieu, de votre Sainte Vierge fluo, bleu fluo, les messes d'enterrement, puisque vous étiez enfant de cœur. Cette religion, la religion était assez importante. Aujourd'hui, quelle est la place que vous donnez à la religion ? Oui, ça vient un peu toujours la même au fond. Donc j'étais un gosse insupportable, et même odieux à bien des égards, il faut bien le reconnaître. Mes sœurs ne vous diront pas le contraire. Mais pieux à ma façon très hétérodoxe, effectivement, il y avait cette Vierge fluo offerte par une grand-mère en retour de Lourdes qui me protégeait, qui était un peu ma complice, à qui je confiais mes affres diverses et variées, mes emmerdements, on va bien le dire. J'aimais la religiosité et ses parfums, comme dirait le cardinal Newman, qu'on hume dans la pénombre d'une église, les statues des saints, la magie des vitraux, cette espèce de sentiment de pureté, de plénitude en sortir du confessionnal, où j'avais égrené mes conneries à un prêtre qui me protégeait un peu, et ce sentiment de communier avec les oiseaux dans le ciel, les arbres, les feuilles, donc une espèce de panthéisme naïf. À partir de ça, j'ai construit un imaginaire qui est devenu l'imaginaire d'écrivain. Je savais déjà, à 6 ans, je savais que je ne serais jamais un adulte.
Et effectivement, je ne suis pas devenu un adulte, donc la seule façon, c'était un écrivain. Alors dans le livre, j'ai mis un peintre pour décaler, c'est quand même un roman, mais parce que je m'intéresse à l'histoire de la peinture. Voilà. Mais donc j'ai vraiment vécu pratiquement exclusivement dans l'imaginaire. Alors dans votre imaginaire, il y a aussi la présence de la nature. Vous décrivez la symphonie de l'Angélus, des couleurs, des prés, des forêts, qui, dites-vous, vous faisait chavirer. Aujourd'hui, on a l'impression que vous restez un inconsolable mélancolique de ce que vous appelez l'antique ruralité. Oui, c'était exotique d'arriver de Paris en voiture avec mes parents, dans ce village où il n'y avait pas de voiture, où les gens ne parlaient pas français. Les toilettes au fond du jardin, là, pas d'eau courante, aller à une fontaine tirer la flotte, des troupeaux de vaches qui se croisaient sur la place de l'église à l'heure après la traite et avant de retourner au package, et chacun attendait, un peu comme à la Concorde quand il y a les feux rouges, chacun attendait son tour, et un bucolisme qui a construit, je dirais, mon intégrale poétique, quoi. La nature est belle, c'est un village gris suspendu au-dessus des gorges de la Haute-Dordogne, avec ce clocher dans lequel j'étais. Et l'amour des coquelicots. Et alors, oui, c'est l'équivalent de ce qu'ont été pour Soutine, qu'un de mes peintres préférés, les Glaïeuls. J'ai toujours des coquelicots dans ce Ébonard, qui c'est des coquelicots donc dans le jardin. Ils y sont toujours. Enfin, c'est pas les mêmes, mais j'ai fait en sorte qu'on ne me prive jamais de coquelicots l'été. Je sais pas pourquoi, c'est pas lié au peintre. On pense évidemment à Manet, pardon. J'ai toujours une prédilection pour ces coquelicots, et surtout ceux qu'on voit à partir du mois de juin sur les bas-côtés, quoi, pousser avec ce pistil noir, là, un peu vénéneux, et puis ces orbes rouges ou oranges. J'aime beaucoup ça. Alors justement, on se pose une question. Vous regardiez beaucoup la nature, vous rêviez beaucoup. Et on se dit, vous êtes écrivain aujourd'hui, et on se dit, mais quand est-ce qu'il lisait Plus tard, pas beaucoup enfant, non, un peu Hector Malot, aux abords de l'adolescence Bob Moran, mais là on ne vous voit pas beaucoup lire. Je construisais mon... Alors, le cœur de votre livre, quand même, ce sont deux femmes importantes pour vous, votre grand-mère, Clémence, et votre maman, qui s'appelle Hélène. D'ailleurs, avant de vous poser la question que j'ai en tête, pourquoi vous les prénommez? Vous ne vous dites jamais mamie, maman, papa? C'est toujours François, Hélène, Clémence? Oui, c'est un parti pris probablement d'écrivain inconscient pour prendre une certaine distance avec eux. Je disais papa et maman comme tout le monde. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est les deux femmes de ma vie, d'enfant. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, votre mère donc, a été très importante pour vous, mais les relations ont été extrêmement compliquées. Oui, elles ont continué à l'être. Alors, avec le recul, comment vous analysez, comment expliquez-vous cette incompréhension en fait mutuelle? Amour contrarié, les amours le sont presque toujours. Vous étiez le seul garçon avec deux filles, oui, j'étais l'aîné avec deux sœurs que j'ai tyrannisées. Oui. Elle exerçait un minimum elle incarnait la fonction répressive, parce que mon père essayait d'arranger les coups, donc il jouait un peu à contre-rôle, m'obligeait à faire mes devoirs. Elle aurait voulu que je corresponde à un modèle qui était le sien, c'est-à-dire... Distingué, un enfant distingué. Voilà, le mot distinction était important pour elle. J'ai un blazer bleu, des petites culottes de flanelle, elle me mettait des petits nœuds papillons, puis elle m'amenait à l'opéra. Ça a été... Donc j'ai été d'autant plus dépenaillé que j'ai récusé ce modèle. Non, surtout, elle avait un besoin d'affection, mais qui a été frustrée toute sa vie, mais elle propageait de l'électricité, vous voyez. Elle demandait une tendresse qu'on ne pouvait pas lui donner, et j'en souffrais autant qu'elle, et ça a duré jusqu'à sa mort. D'ailleurs, ma mère est décédée il n'y a pas très longtemps. J'aurais pas pu écrire ce livre avant sa mort. Oui. Vous l'écrivez après. Avant qu'elle soit hors d'état de le lire, en tout cas. Alors aujourd'hui, vous êtes un adulte. Et non, alors justement, j'ai fait semblant. Voilà.
Quand vous parlez d'adultes, il y a le mot qui suit, c'est souvent tricherie. Ça va un peu avec. Alors, est-ce que aujourd'hui, quand vous êtes parmi les adultes, vous vagabondez toujours dans votre tête? Oui, j'ai fait semblant d'être triche. Bon, j'aime les gens, la sociabilité, puis il faut bien vivre, vivre en commun et éventuellement exercer des métiers. Mais j'ai fait semblant toute ma vie. La comédie sociale m'a jamais... a suscité ma curiosité sans plus. J'ai toujours eu l'impression d'être un tricheur qui peut être démasqué par je ne sais quel flic intérieur un jour ou l'autre. Et j'ai toujours vécu dans cette espèce d'intranquillité, pour parler comme l'écrivain portugais Pessoa, toujours. Toujours. Donc j'ai été heureux d'écrire ce livre pour tendre la main à ce petit garçon qui est la part de moi-même la moins fallacieuse. Voilà. Mais alors quand vous êtes parmi les adultes, vous retournez dans vos rêveries d'enfance ou maintenant vous avez des rêveries d'adultes, enfin de... C'est ce retour. On doit retrouver dans vos clochers. Oui, on doit retrouver à peu près la même symphonie, enfin les mêmes éléments les éléments de la même symphonie dans la plupart de mes livres, qui sont ce qui compte le plus pour moi. Et pour le reste, les êtres, je les aime, mais je les observe, et puis je les observe un peu comme une vache regarde passer un train. Je me sens très 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 loin. Et alors vous dites à un moment, enfin, la magie et l'alliance de la solitude et de l'interdit. Oui. La solitude est très importante pour vous? Oui, je me suis senti tout de suite un peu à l'écart avec cette conviction de Kang qui a toujours des problèmes. Je ne suis jamais rentré une fois à l'école le matin avec mon cartable, quand je ne l'avais pas paumé, sans me dire qu'est-ce qui va m'arriver dans la journée. Et dans la semaine, c'était au moins une colle et puis une menace de renvoi. Alors on me promet la pension, il était même question de maison de correction, on m'amenait chez les psys. Oui. Donc, oui, je me sentais seul et donc dans cette solitude, je me suis construit un paradis pour survivre, au fond. Et l'écriture, donc, vous a énormément... Et de ce point de vue-là, l'écriture aura été mon sauve-qui-peut. Bon. Écoutez, Denis Tillinac, merci, et merci de nous avoir fait rentrer dans ce monde et ce village, Thériac, c'est ça? Je vous y invite, que vous appelez votre glu sentimental. Venez-y, vous ne serez pas déçus. Pourquoi pas. Merci beaucoup, au revoir.